Soyez les bienvenus sur le plateau du direct de l'assurance maladie depuis Santexpo 2026. Tous acteurs de la soutenabilité du système, c'est le fil conducteur de nos 3 journées d'échange. Notre prochaine session va s'intéresser au sujet de la coordination ville-hôpital. Comment assurer une prise en charge sans rupture? Des éléments de réponse avec nos invités experts, acteurs de terrain que je vous présente tout de suite. D'abord Guillaume Couillard, bienvenue, directeur délégué à la gestion et à l'organisation des soins à la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie. À vos côtés, Monique Sorrentino, bonjour, vous êtes directrice générale du CHU Grenoble-Alpes. Et enfin, le docteur Damien Thomasso, merci d'être présent, médecin généraliste. Et en complément de votre activité libérale, vous venez créer au sein de votre groupe hospitalier un service ville-hôpital dont vous êtes le chef de service avec 2 centres de santé. On aura l'occasion d'en reparler dans un instant. On va peut-être commencer par dresser les constats, les enjeux de cette coordination ville-hôpital. Quels sont selon vous, selon nos invités, les ruptures, les dysfonctionnements les plus critiques et quel est leur impact surtout sur la qualité des soins, la santé des patients et l'équilibre financier de notre système? On essaie d'en parler chacun dans vos couloirs de course, si j'ose dire. On va commencer avec vous, Guillaume Couillard. Prenez le micro. La CNAM publie, on le sait, chaque année des évaluations sur le système de santé. Et quels sont vos principaux constats? Ces évaluations révèlent notamment des ruptures dans la coordination ville-hôpital. Quels risques ces points de rupture font peser sur la qualité des soins et les finances publiques? On vous écoute. Oui, merci beaucoup. Alors, effectivement, le terme, vous avez prononcé le mot rupture. Effectivement, c'est un sujet qui préoccupe l'assurance maladie depuis de nombreuses années. Vous avez mentionné le rapport chargé-produit qui, comme vous le savez, chaque année reprend un certain nombre de constats et fait des propositions pour essayer de répondre aux difficultés de notre système de santé. Le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est-à-dire la coordination entre la ville et l'hôpital, est un sujet très anciennement exploré dans ces rapports et dans ces propositions. Historiquement, l'assurance maladie s'est beaucoup intéressée au sujet d'abord de la sortie d'hospitalisation. Nombreux sont ceux qui connaissent, je pense, le service Prado, qui a été proposé, qui a été créé il y a déjà un certain nombre d'années pour aider justement à la sortie d'hospitalisation et le retour donc vers la médecine de ville. On a très vite finalement posé le constat que si on se plaçait du point de vue des patients, il était essentiel évidemment d'assurer la continuité, la fluidité de la prise en charge, indépendamment, j'ai envie de dire, des acteurs de soins qui interviennent dans la prise en charge du patient, donc médecine de ville, médecine de premier recours, médecine spécialisée bien sûr, et hôpitaux. Donc le sujet de la sortie d'hospitalisation qui nous a préoccupés, le sujet des parcours également. On connaît aussi le programme SOFIA, on a aussi des programmes dans l'insuffisance rénale. Et puis le sujet dont on reparlera sans doute dans la suite de la table ronde de partage de l'information, de partage de la donnée. Vous le savez, le dossier médical partagé est une idée qui remonte finalement à la loi de 2004. Donc comment est-ce qu'on répond finalement à ce besoin qu'ont les différents professionnels qui interviennent auprès du patient de se coordonner, de partager l'information pertinente? Donc, on reviendra sans doute sur les développements récents de ces sujets, mais tout ça pour illustrer que c'est un motif de préoccupation importante pour nous et qu'on a essayé d'y travailler à la fois avec les acteurs hospitaliers, Monique Sorrentino pourra en parler dans un instant, les acteurs de ville, bien sûr, pour essayer de travailler à leur meilleure organisation et leur meilleur interfaçage avec le monde hospitalier, et puis aussi au niveau des outils, et on parlera notamment des outils numériques. Alors justement, on a une actrice du monde hospitalier à nos côtés. On va tout de suite lui donner la parole, Monique Sorrentino. Et quelles sont les priorités absolues d'un CHU comme le vôtre? En voyez-vous d'ailleurs des plus spécifiques à votre établissement et à votre territoire, Grenoble-Alpes? Alors oui, bien sûr, j'en vois. Donc, je partage complètement déjà les propos de Guillaume Couillard sur le fait que la coordination ville-hôpital, c'est quand même un vieux sujet. Donc, il serait temps d'accélérer et de transformer l'essai, je dirais. Mais effectivement, au niveau d'un CHU, nous, le premier élément, c'est quand même, et encore, l'accès aux urgences qui n'est pas adapté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les patients qui n'arrivent pas à accéder par un quelconque endroit au système de santé, ils reviennent aux urgences. Donc on avait eu quand même toute une période où on a vraiment diminué le nombre de passages aux urgences. C'était une priorité, une orientation stratégique majeure. Ça l'est toujours. Hélas, aujourd'hui, on voit revenir des patients aux urgences faute d'autres choses. Donc ça, c'est un indicateur qui n'est pas très agréable. Et puis après, sur d'autres sujets, on a parfois des patients qui s'adressent au CHU peut-être en premier recours
et qui vont peut-être un peu saturer l'offre hospitalo-universitaire, alors que d'autres acteurs devraient prendre en charge ces patients et qu'au final, quand on a besoin d'accéder au CHU pour des activités de recours, de référence, des expertises qu'on ne trouve pas ailleurs, l'établissement peut être saturé. Donc en gros, il y a un peu un désordre qui s'est installé parce que cette coordination ville-hôpital souffre du problème d'insuffisance de professionnels de santé dans tel et tel secteur, dans telle ou telle zone. Et au final, le CHU, ça reste l'hôpital qui est allumé nuit et jour. Voilà. Donc ça, c'est un phénomène qui nous oblige à accélérer, à agir. Et ce que je voudrais dire, au-delà de ces éléments de préoccupation, et bien sûr, on n'est pas très satisfait d'avoir des patients aux urgences qui restent encore plusieurs jours. On a des problèmes sur la gériatrie, des problèmes sur la psychiatrie quand même. Donc on ne se contente bien sûr pas du tout de ça. Mais ce qu'il y a de très intéressant quand même, c'est qu'aujourd'hui, compte tenu aussi de toutes les pathologies chroniques qui se développent, on sait que dans les années qui viennent, sur les maladies chroniques, si on ne se réorganise pas autrement, les problèmes vont empirer. C'est pas du tout ce qu'on veut faire. Donc, ce que je voudrais surtout dire ici, c'est que dans un CHU, mais c'est le cas dans d'autres CHU, c'est le cas dans d'autres hôpitaux, et c'est le cas aussi des cliniques, il y a un intérêt à agir pour vraiment se repositionner sur les parcours ville-hôpital. Je crois que les uns et les autres changeons de posture, moi la première, et que ça c'est un élément très fédérateur en fait, et que les soignants qui sont plutôt en crise, qu'ils soient en ville, à l'hôpital, dans les cliniques, voilà, tout le monde est en difficulté. Et bien quand on se met à travailler autour d'une table sur comment on se coordonne, on voit que les uns et les autres ont des idées, ont envie d'avancer et qu'on crée un collectif de travail qui est vraiment extrêmement riche et enthousiasmant. Après, on y reviendra. Il y a des vrais sujets de gouvernance, il y a des vrais sujets de système d'information, il y a des vrais sujets parfois de financement au parcours. Guillaume n'en a pas parlé, je ne sais pas si on en parlera, mais bon, quand même, il y a aussi ces sujets-là qui arrivent. Mais voilà, en tous les cas, vraiment bien dire que tous les CHU, même si on fait, voilà, on a une image qu'on fait du recours et de la référence, on est quand même l'hôpital de proximité. Et pour y travailler avec l'ensemble des CHU, tous les CHU sont en train vraiment d'essayer de faire en sorte de faciliter la coordination pour éviter d'être en difficulté dans nos établissements et que chacun prenne un petit peu sa place dans l'organisation. Mais il y a beaucoup d'éléments positifs sur lesquels on pourra revenir. On y reviendra. Merci Madame Sorrentino. Alors justement, Damien Thomasso, docteur Thomasso, en ville, quelles sont les situations les plus problématiques que vous rencontrez et à quoi sont-elles liées d'après vous ? Effectivement, cette question de la coordination, elle est majeure et effectivement, elle est ancienne. Pour autant, comme vous l'avez dit, là, récemment, on voit que le paradigme a un peu changé. On était beaucoup côté ville à vouloir travailler avec l'hôpital et des fois avoir l'impression que l'hôpital n'avait pas forcément envie de travailler avec nous. Chose qui a vraiment énormément changé. Enfin, moi qui gère des centres de santé, je vois bien le changement où vraiment, là, on vient nous voir et on nous dit il faut plus de fluidité, il faut se connaître. C'est aussi une des grosses difficultés, c'est qu'aujourd'hui, quel que soit le lieu dans la France, soit on est un peu plus dense au niveau médical et là, on ne se connaît plus du tout et on veut vraiment des sorties sans orienter, soit on est dans des zones plus pauvres où là, on n'a vraiment pas de professionnels à qui adresser directement et donc on se retrouve dans cette même difficulté. Mais en plus de ce changement, il y a quand même un changement de la population qu'on prend en charge, avec une population qui vieillit, qui est de plus en plus âgée, avec de la dépendance, où là on a de plus en plus de mal en ville, et c'est vrai que ça dépasse nos capacités en soins. C'est vrai que la plupart du temps, prendre en charge de l'urgence médicale ou la gestion du médical, c'est faisable. Gérer la dépendance en plus de tout ce qui est médical, ça devient très compliqué parce qu'on a très peu de monde sur le territoire. Et on a ce virage ambulatoire qui ne fait que s'accentuer avec des prises en charge en hôpitaux de jour le plus possible ou en prise en charge ambulatoire et donc avec une coordination qui doit se faire très vite. Et quand on ne se connaît pas, cette coordination rapide, elle est ultra difficile, voire on rajoute un maillage et des nouveaux acteurs alors qu'il y a déjà des acteurs à domicile. Mais quand on veut faire vite et qu'on ne connaît pas, on fait avec ceux qu'on connaît et des fois, ce n'est pas forcément ceux qui prenaient en charge le patient. Donc il y a un vrai travail pour mieux se connaître, continuer de se connaître et utiliser les bonnes ressources au bon moment. Voilà pour les constats. Parlons maintenant des leviers d'amélioration et des solutions concrètes. Guillaume Couillard, comment est-ce que la Caisse nationale d'assurance maladie accompagne les transformations en route ? Et on parle de financement innovant, d'outils numériques, de réorganisation. Qu'est-ce qui marche vraiment ? Alors, ce qui marche vraiment, vous avez utilisé le terme d'accompagnement et je trouve que c'est un très bon choix parce qu'effectivement, on accompagne les professionnels qui sont sur le terrain. C'est quand même la coordination, elle se fait à leur niveau, que ce soit à l'intérieur de l'hôpital ou au niveau de la médecine de ville.
Notre approche, elle est très claire, elle est appuyée sur deux piliers. Un pilier qui est l'organisation des soins et un pilier qui est l'utilisation d'outils numériques. Si je vais sur le premier pilier, l'organisation des soins, ce qu'on essaye de faire, c'est d'abord encourager, accompagner les équipes à s'organiser pour justement faire équipe. Alors, il y a deux niveaux. Il y a ce qu'on appelle l'exercice coordonné. Docteur, vous travaillez dans un centre de santé, donc c'est un lieu d'exercice coordonné. Il y a les maisons de santé, donc on accompagne depuis de nombreuses années et on encourage ce mode d'exercice, qui est un mode d'exercice qu'on pense être particulièrement adapté aux situations auxquelles on fait face aujourd'hui, c'est-à-dire les maladies chroniques. Vous l'avez dit tous les deux, la situation, l'importance de fluidifier le ville à l'hôpital a encore pris, je dirais, de l'importance au quotidien du fait de la croissance des maladies chroniques. Donc, première chose, exercice coordonné, encourager cet exercice coordonné avec des financements spécifiques. Deuxième chose, le niveau territorial. Et là, il faut quand même parler des fameux communautés professionnelles territoriales de santé, les fameuses CPTS. Donc, CPTS qui, à l'origine, il faut se le rappeler, étaient notamment pensées pour être interlocutrices de l'hôpital. C'est-à-dire que l'hôpital, pour lui, c'est compliqué d'avoir un grand nombre de professionnels libéraux en face de lui. En revanche, quand il y a une organisation en réseau, donc ces fameuses communautés professionnelles de territoire, c'est plus facile d'avoir un interlocuteur, c'est plus facile d'organiser non seulement les sorties d'hospice, mais aussi les parcours. C'est le troisième sujet sur lequel je voudrais quand même revenir, le sujet des parcours. On a récemment inauguré, si je puis dire, les parcours coordonnés renforcés, qui sont donc de nouvelles types de prise en charge qui sont issus, comme vous le savez, des articles 51, donc des expérimentations qui ont qui passent maintenant dans le droit commun. En quoi ça consiste, ces parcours coordonnés renforcés? Ce sont des prises en charge adaptées à certaines situations. Donc le premier parcours coordonné renforcé qui a été passé dans le droit commun, c'est celui relatif à l'obésité, mais demain il y en aura d'autres. Il y a notamment les enfants de l'ASE, il y a d'autres parcours qui arrivent derrière, insuffisance cardiaque, etc. Et donc ces parcours permettent, dans des prises en charge organisées, protocolisées, structurées, de faciliter les parcours des patients pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, la durée du parcours. Donc, ça c'est, je dirais, deuxième volet de l'organisation. Donc, l'exercice coordonné, l'exercice en réseau, les parcours coordonnés renforcés. Et puis aussi, on travaille avec chaque profession pour être plus forte, pour prendre en charge les maladies chroniques. On a récemment signé un accord avec les infirmiers qui, justement, accentue, valorise le rôle d'infirmier référent, les visites à domicile pour les patients spécialement dépendants, etc. Donc ça, c'est le volet organisationnel. Et puis, il y a le volet numérique. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Donc, le volet numérique, ça consiste d'abord à favoriser le partage d'informations entre les différents professionnels. Vous savez qu'aujourd'hui, Mon Espace Santé, le dossier médical partagé, Mon Espace Santé, c'est bientôt 30 millions d'utilisateurs. C'est plus d'un document sur 2 qui figure et c'est évidemment accessible à tous les professionnels, qu'ils soient en ville ou à l'hôpital. Et demain, notre souhait est évidemment d'aller encore plus loin en favorisant l'utilisation des mêmes outils entre les médecins de ville et les médecins qui exercent à l'hôpital, qui puissent avoir accès aux mêmes ressources et partager de l'information, non seulement du dossier patient, mais de l'information pertinente de coordination. Donc c'est évidemment une démarche un peu au long cours, de moyen et de long terme, mais dans lequel on s'inscrit résolument depuis de nombreuses années. Et on espère comme ça, avec les organisations et les outils numériques, arriver à avoir ces prises en charge les plus qualitatives et coordonnées possibles pour tous les patients. C'est noté. On continue ce tour d'horizon des leviers d'amélioration et des solutions concrètes avec vous, Dr Thomasso. Quels sont les besoins que vous identifiez sur le terrain et quelles sont les mesures qui fonctionnent vu de votre fenêtre? Et est-ce que vous auriez des exemples concrets de modèles, on va dire, vertueux ou des pistes de financement innovantes que vous retenez, qui retiennent votre attention? En tout cas, ce qui est certain, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est quand même la meilleure connaissance entre nous. Donc déjà, les CPTS ont effectivement grandement fait pour nous connaître et dans le monde de la ville, qu'on soit libéraux ou salariés. Donc ça, c'est indispensable et c'est vrai que c'est un enjeu majeur aussi de les faire connaître à l'environnement hospitalier, qui a encore beaucoup de mal et qui souvent, quand à l'hôpital, on parle CPTS, c'est qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et
quelle serait l'utilité. C'est vrai que ça, les CPTS qui sont très dynamiques essayent de s'intégrer au service hospitalier. Et là, quand ça marche, c'est vraiment des parcours assez extraordinaires, encore plus sur la prévention, que quand même quelque chose de très abandonné aujourd'hui, en tout cas dans notre système de soins. Donc c'est vrai que les CPTS, dans le contexte de la prévention et justement de l'accompagnement des patients les plus fragiles, est un axe et un levier assez majeur. Après, moi, je viens du monde, effectivement, d'abord de l'hôpital et de centres de santé hospitaliers. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé à ces consultations avancées de médecins spécialistes pour qu'ils aillent consulter au plus proche des patients. Et depuis quelques temps, j'ai des centres de santé un peu partout en France. Et donc, on discute aussi de cette réflexion d'avoir des pôles d'attractivité qui sont plutôt urbains. C'est vrai qu'aujourd'hui, les médecins et les professionnels de santé ont du mal à se déplacer loin de leur domicile. Donc, souvent, ils consultent vraiment dans une proximité immédiate. Et donc justement réfléchir à pouvoir leur proposer une consultation, une demi-journée même simplement, ou tous les 15 jours dans un lieu un peu plus avancé, est un moyen justement d'apporter de la spécialité plus loin et éviter que certains patients qui sont en difficulté pour se déplacer puissent obtenir ces soins-là. Donc vraiment la consultation avancée reste quelque chose de très important. Et après, parce que l'activité et le besoin d'un spécialiste est important et le recours au spécialiste est indispensable, les hôpitaux de jour et le développement des hôpitaux de jour avec un lien très fort avec la ville et permettre justement d'avoir sur une demi-journée l'expertise de plusieurs professionnels de santé hospitaliers est un lien à privilégier et à mieux coordonner avec les professionnels de ville. Très bien. Du côté du CHU de Grenoble-Alpes, Monique Sorrentino, comment vous êtes-vous organisé pour répondre à ces enjeux? Est-ce que vous avez identifié là aussi des facteurs clés de réussite et des leviers les plus efficaces possibles? Oui, on en a identifié, et je rebondis vraiment sur ce que vous dites, c'est comment on passe d'un travail collectif à la création d'un collectif de travail. Donc en fait, ce qui s'est passé sur notre territoire et qui avait été commencé avant le Covid, c'est comment on arrive à mettre tous les professionnels de santé autour de la table. Alors ça, c'est compliqué parce qu'en termes de gouvernance, on ne sait pas par quel bout attraper le sujet. Donc déjà dire qu'au moins au niveau des hôpitaux publics, en 2016, on a mis en place les groupements hospitaliers de territoire. Ça a fait couler beaucoup d'encre à l'époque, encore un petit peu aujourd'hui, mais c'est derrière nous. Ça veut dire qu'au moins l'hospitalisation publique s'est organisée pour être regroupée à l'échelle d'un territoire, partager la même stratégie, avoir les mêmes outils numériques, aussi les mêmes achats, etc. Ça, je dirais que c'est un détail. Mais ça, au niveau gouvernance, c'est fait. Du côté de la médecine de ville, je rebondis sur les propos de Guillaume et puis sur les vôtres. Pour nous, c'est formidable qu'on ait créé des CPTS. Donc à Grenoble, tout le monde sait ce qu'est une CPTS. Et nous avons même des inter-CPTS, parce que sur notre territoire, notre bassin de vie, nous, c'est 800 000 habitants. Donc quand on travaille avec les postes de santé, c'est forcément 800 000 habitants, donc avec les hôpitaux publics, les cliniques lucratives, les PSPH sont autour de la table. Et nous avons, pas toutes les CPTS, parce qu'on a 14 CPTS, donc ils ne peuvent pas venir à toutes les réunions, mais les CPTS se sont organisées entre elles pour faire une inter-CPTS. Donc je salue aussi l'existence au niveau national de la Fédération nationale des CPTS qui existe, et donc c'est un acteur important avec lesquels on travaille sur des groupes de travail nationaux, etc. On a aussi les centres de santé. Donc, on arrive aujourd'hui à avoir créé sur Grenoble ce qu'on a appelé un groupement des professionnels de santé du territoire. C'est-à-dire qu'on a mis à peu près tout le monde, et y compris les représentants des médico-sociaux. C'est un petit peu plus compliqué, mais on y arrive à peu près. Il y a la création des groupements d'établissements médico-sociaux qui est aussi en train de se mettre en place. Donc, en termes de gouvernance et de comment on apprend à travailler ensemble, comment on se connaît, etc., ça fait nous depuis 2020 qu'on a mis en place cette structure. Donc on se réunit tous les 15 jours et ça fonctionne. Ça ne veut pas dire que tout le monde est là tout le temps, mais on a des canaux de circulation d'informations qui font qu'on arrive à faire ruisseler, à faire remonter et descendre les informations. Donc l'arrivée des CPTS, pour nous, on le salue grandement. Le deuxième sujet, ça a été dit aussi, le fameux DMP, l'INS. C'est quand même bien qu'enfin on y soit arrivé en France, et ça ouvre quand même beaucoup de potentiel de travail en commun. On sait aussi qu'au niveau numérique, et donc dans ce salon on en a quand même beaucoup la démonstration, il y a plein d'outils qui sont en train de se développer, qui sont formidables, qui bousculent le système de santé qui est quand même très très siloté encore. Et je pense qu'on est à l'intersection entre ces deux sujets, c'est-à-dire des acteurs qui ont envie de travailler autrement, mais qui ne sont pas forcément encore organisés pour travailler
ensemble. C'est quand même très compliqué, hein, parce que les ruptures de parcours, quand il s'agit de financer un petit bout de quelque chose qui n'est pas financé, c'est quand même encore la croix et la bannière, même s'il y a des aides et plein de choses. Mais bon, on n'y est pas encore tout à fait. Et puis des outils numériques qui vont exploiter mieux les données de santé, etc., qui font que globalement, on pourrait se dire qu'il y a un petit alignement des planètes. Et moi, j'insisterai beaucoup sur l'intérêt des acteurs à agir ensemble. Il y a aussi le sujet qui est important. Alors là, on est quand même dans les salons de la santé. Donc la FHF a produit tout un projet, tu y travaillais avant d'être à la CNAM, sur la responsabilité populationnelle, c'est-à-dire comment on crée une coalition d'acteurs de santé qui vont travailler ensemble, notamment sur ces fameuses pathologies chroniques qui nous inquiètent, hein, parce que les flux augmentent. Et donc là aussi, on arrive à stratifier la population entre la population qui a risque de développer la pathologie, la population qui l'a développée mais c'est pas encore grave, et puis en haut de la pyramide, les patients très très graves en diabète, en cardio. Et donc l'objectif, c'est vraiment d'écraser cette pyramide, de faire en sorte qu'on essaye de garder les patients dans les strates les plus basses de ces pyramides, parce qu'on sait qu'on fait une meilleure qualité de soins, qu'on répond mieux aux besoins de santé, que c'est moins cher. Donc on a vraiment un intérêt commun à avancer, et donc on a une méthodologie qui a été assez éprouvée aujourd'hui sur la responsabilité populationnelle. Nous, quand on a commencé à en parler à nos acteurs de santé, les libéraux, les cliniques, les publics, tout le monde nous a dit mais de l'insuffisance cardiaque, mais oui, on fait déjà des choses, sur le diabète, on fait déjà des choses. Puis en fait, quand on est rentré un peu plus précisément, chacun s'est aperçu qu'il y avait effectivement plein de trous dans la raquette. Et donc, tout d'un coup, il y a des acteurs qui ont envie de travailler là-dessus. Je prends un exemple. Début janvier, il y a la grève des libéraux qui nous a quand même beaucoup agité. Le système de santé était vraiment très en crise. Eh bien, le mardi 5 janvier, le soir, entre 8h et 20h, il y avait encore 15... il y avait 15 libéraux, il y avait des hospitaliers, donc il y avait une cinquantaine de personnes qui étaient là à travailler concrètement sur comment on améliore la prise en charge des patients. Et donc, je porte beaucoup et j'essaye beaucoup de mobiliser un certain nombre d'acteurs pour dire ces territoires, ils existent en fait. On en parle beaucoup du territoire, mais on ne les a pas forcément mis en puissance encore aujourd'hui. Donc il faudrait vraiment les solliciter. Je crois que les acteurs de santé sont prêts à co-construire progressivement des projets territoriaux de santé, si tant est qu'on leur demande de le faire. Aujourd'hui, on ne demande pas de le faire. Donc il y a peut-être des petites choses à réajuster. On travaille beaucoup aussi, il y a beaucoup de discussions sur c'est quoi l'R2 des GHT, parce qu'un GHT aujourd'hui, c'est les hôpitaux publics, mais il n'y a pas tout le libéral, il n'y a pas toutes les cliniques. Donc en gros, on touche la moitié du système de santé. Donc là aussi, sur comment on peut structurer des groupements professionnels de santé de territoire, activer les territoires avec des structures légères qui vont décider elles-mêmes de leur gouvernance, je crois qu'il y a vraiment beaucoup de choses à aller chercher parce que ça a du sens et les acteurs sont là autour de la table pour avancer. Et justement, vous avez commencé, Monique Serrentino, à aborder ce sujet de la gouvernance territoriale. On sent que ça vous tient à cœur et que vous l'avez parfaitement travaillé. J'ai envie qu'on termine notre session en parlant de cette gouvernance territoriale. Guillaume Couillard, est-ce que les CPTS, au fond, elles peuvent jouer un rôle central dans toutes les situations? Est-ce qu'on peut s'inspirer d'autres modèles, français ou étrangers, pour nos territoires? Et quels sont, au fond, les acteurs du système qui ont les moyens d'intervenir efficacement pour réguler l'organisation? Quelle est la responsabilité de chacun? Et j'ai envie de vous dire, est-ce qu'il y a un pilote dans le parcours? Non pas dans l'avion, mais dans le parcours. Qui est le pilote? Alors, on a beaucoup parlé des CPTS et votre question renvoie une nouvelle fois à cette organisation. Et c'est vrai que c'est une organisation assez centrale au niveau territorial. Voilà. Maintenant, je crois qu'il faut être pragmatique comme le sont les acteurs de terrain. Et on essaie de l'être et on essaie de les accompagner en ce sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a sans doute différents niveaux selon les sujets dont on discute. La CPTS est un acteur, mais Monique Serrentino l'a rappelé, le CHU de Grenoble, 14 CPTS, donc il y a une inter-CPTS qui a émergé pour traiter un certain nombre de sujets. Et probablement que c'est la bonne échelle pour traiter un certain nombre de sujets. De parcours très spécialisés, de recours, pour lequel l'échelle de la CPTS est probablement trop limitée. On a également le même raisonnement avec ce qu'on appelle les équipes de soins spécialisées, les ESS. Donc c'est le recours à des spécialistes. On essaie de favoriser à l'assurance maladie l'échelle de plusieurs départements, voire d'une région, parce qu'on pense que c'est le bon niveau
pour organiser le réseau des professionnels qui permet, je rappelle, les ESS, c'est faciliter l'accès à un avis de spécialiste lorsque c'est nécessaire. Donc quand le médecin traitant vous dit j'ai besoin d'un avis d'un cardiologue, l'ESS de cardiologie organise l'accès, soit une téléexpertise, soit une consultation rapidement, etc. Donc là, probablement, la bonne échelle, c'est la région ou en tout cas plusieurs départements. Si on est en proximité, si on est sur le premier niveau, on est plutôt à l'échelle d'une maison de santé ou d'une CPTS. Donc il faut être cohérent par rapport au niveau du besoin. Alors je reprends l'image de la pyramide. Et donc effectivement, selon l'endroit où on est en tant que patient dans la pyramide, c'est-à-dire selon la nature des besoins, on va avoir recours à telle ou telle organisation. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de ces organisations existent, beaucoup sont financées, et quelque part, l'enjeu, c'est plutôt d'arriver à, vous l'avez dit l'un et l'autre, à faire en sorte que les projets se fassent, à faire en sorte que les gens se rencontrent, que l'animation territoriale se fasse. Ce qu'on observe, c'est que lorsque les caisses primaires d'assurance maladie et les délégations territoriales, les ARS, travaillent main dans la main avec l'hôpital du territoire, avec les professionnels de santé du territoire, il y a des choses extraordinaires qui se font, extraordinaires pour les patients, bien sûr pour les parcours, mais aussi, vous l'avez rappelé tout à l'heure, pour les sujets de prévention qui nous tiennent beaucoup à cœur. Donc quelque part, notre conviction, c'est qu'on est assez bien outillé. Il faut encore qu'on progresse sur la façon de mieux faire fonctionner tout ça, en étant pragmatique, en s'adaptant aux réalités du territoire, mais en gardant fermement le cap sur des parcours de qualité pour tous les patients, quelle que soit leur situation. C'est ça qu'on essaie de faire. Monique Sorrentino, alors qui pour réguler ces organisations? Quel est le pilote? Alors, c'est une bonne question. Et en fait, ma conviction profonde, c'est qu'on ne peut pas répondre à cette question. Il faut que chaque territoire... Merci beaucoup, Monique Sorrentino. Non, mais par exemple, nous, ce qu'on a créé, c'est-à-dire un groupement des professionnels de santé du territoire, où il y a les cliniques, les libéraux, les centres de santé, le médico-social. Il y a bien sûr l'ARS et l'assurance maladie qui nous observent, qui sont là avec nous, qui nous accompagnent, mais ce n'est pas eux qui pilotent non plus. Donc on s'est beaucoup posé la question, nous. Alors il se trouve qu'au niveau de notre territoire, c'est le CHU qui anime. On a posé la question de savoir si quelqu'un voulait animer, etc. Tout le monde a dit non, allez-y, animez. Mais voilà, donc nous, on ne se positionne pas du tout en hospitalo-centrisme, alors vraiment, mais pas du tout. Et on essaye au contraire de huiler les rouages, de faire en sorte que les uns et les autres travaillent. Et moi, je pense, tout à l'heure, je vous disais, on pourrait plus mettre en puissance les territoires, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une maturité, y compris au niveau des élus. On parle beaucoup d'arriver à faire des choses par territoire, le territoire, mais en fait, les territoires, tout le monde en parle, mais où sont-ils ? Il y a les GHT, mais là, c'est que la moitié du système de santé. Donc, sur le reste, comment on structure ça? Et à mon avis, il faut juste demander aux professionnels de santé du territoire de s'identifier et de s'organiser entre eux pour trouver un mode de gouvernance. Ça peut être des CPTS qui animent un territoire, ça peut être une clinique privée, ça peut changer. Il n'y a pas, à mon avis, il ne faut surtout pas édicter une règle. À mon avis, ce qui est hyper important, c'est que ce soit une animation par le collectif. Moi, je n'ai pas trouvé d'autres solutions. Il faut qu'on crée des collectifs de travail, une coalition d'acteurs sur les territoires qui ont envie de travailler ensemble, qui se respectent, qui se connaissent, qui se font confiance, qui vont se surveiller aussi, parce que là aussi, il y a une force incroyable sur les territoires, c'est que là, on ne se raconte pas n'importe quoi. Parfois, on peut raconter un peu n'importe quoi. Pourquoi vous regardez l'assurance Guillaume maladie, là où en fait, tout le monde va demander des tas de moyens, etc. Là, sur le territoire, les gens savent qui fait quoi, qui se réveille la nuit pour aller voir les patients, qui fait des actes pertinents, qui ne fait pas d'actes pertinents. Donc, il ne faut pas sous-estimer peut-être la capacité de régulation des acteurs sur le territoire. Mais il faut qu'on ait à côté de nous et l'ARS et l'assurance maladie, bien évidemment. Voilà. C'est vraiment ma position. Et sur cette même question, gouvernance territoriale, on la joue collectif, comme dit Madame Sorrentino? Collectif, ça c'est certain. Je pense qu'on en est sûr. Mais ne rajoutons pas des couches à des couches quand même, parce que c'est vrai que là, on n'a pas cité les nombreux acteurs de la coordination, mais on peut avoir aussi les dispositifs d'appui à la coordination, les CRT qui sont sortis récemment. Donc c'est vrai qu'en ville, on est vite perdu sur qui appeler. À l'hôpital aussi. Non, mais vous inquiétez pas. Donc, nous, ce qui est proposé, c'est-à-dire, on met tous les professionnels ensemble, on met les DAC, on met les maisons de santé, parce qu'il y en a un peu partout, des dispositifs de coordination. Il y a de la déperdition probablement aussi en ligne d'énergie humaine. Donc,
Nous, l'idée, c'est de dire on met tous les professionnels de santé sur un territoire. C'est le territoire qui est l'ancrage. On met les professionnels de santé, puis on essaye de voir ce qui existe déjà par territoire, parce que des fois ça existe, des fois ça Totalement. n'existe pas. On part de la photographie de l'existant, on regarde ce qui éventuellement doublonne, on regarde là où il y a des trous, puis on essaie d'avancer. Et puis on décloisonne aussi, on décloisonne le salarié et le libéral, parce que c'est vrai que c'était une des grandes limites aussi du ville-hôpital, parce qu'il y avait le côté salarié hospitalier libéral en ville. On voit bien que les choses évoluent énormément, et donc maintenant, même au sein de la ville, on a de plus en plus d'acteurs salariés de différentes origines, hein, que ce soit de l'association, que ce soit de l'hospitalier. Et donc c'est vrai qu'il y a aussi ce décloisonnement hospitalier ville et salariés libéraux, et ça je pense que ça fait partie aussi, et c'est vrai que si on arrive à colliger ces acteurs, qu'ils soient salariés ou libéraux, quel que soit leur lieu d'exercice, ça peut vraiment être majeur pour le lien ville-hôpital. Un tout dernier mot, Guillaume, pour conclure. Je rebondis parce que effectivement sur le côté ne multiplions pas les dispositifs et gardons une lisibilité, notamment pour le médecin traitant, parce que votre question était qui coordonne. Le premier quand même, le premier interlocuteur du patient et celui sur lequel va reposer bon nombre des actions du parcours, c'est quand même le médecin traitant et l'équipe qu'il a avec lui, l'infirmière qui va à domicile, etc. Et donc, une manière de regarder ce sujet des parcours et de la coordination, c'est de le regarder vu de cette équipe, vu du médecin traitant et vu de la proximité, et de voir quelles sont les ressources qu'on peut leur mettre à disposition. Alors ça peut être des ressources en termes d'outils numériques, mais ça peut être aussi des ressources en termes d'avis de spécialistes, j'en parlais tout à l'heure, en termes d'organisation d'une sortie d'hospitalisation. Et l'idée, c'est vraiment qu'il y ait l'éventail d'outils disponibles, qui soient les bons outils, les outils pertinents, pour que ce médecin traitant et les professionnels qui travaillent avec lui puissent assurer la bonne prise en charge tout au long de la vie du patient. Ce sera le mot de la fin. Le public du stand 42 vous applaudit. Merci infiniment. À vous trois d'avoir croisé vos regards d'experts, d'acteurs de terrain sur ce sujet de la coordination ville-hôpital. Cette séquence sera à retrouver en replay, comme l'ensemble de nos sessions, sur la page YouTube de l'assurance maladie. Merci de votre attention et à très bientôt depuis Santexpo 2026.